Bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal de la Méditerranée. Suivez-moi, je vous emmènerai en Égypte où aura lieu au début de la semaine l'élection présidentielle. L'occasion de nous intéresser à la reconstruction de ce pays. Avec différents courants de pensée, plusieurs religions, la réconciliation devient un défi. Reportage complet dans ce magazine. Nous nous pencherons également sur un dossier épineux, celui de la SNCM. La Société Nationale Corse Méditerranée va mal, très mal. Certains redoutent sa fermeture. Celle-ci aurait de lourdes conséquences sur l'emploi. Alors comment en est-on arrivé là ? Ce sera le dossier de ce journal. Enfin, nous découvrirons l'Etna, le volcan le plus haut d'Europe, se jette dans le bleu de la Méditerranée. Son ascension est aujourd'hui interdite pour des raisons de sécurité. L'une de nos équipes a eu l'autorisation de s'en approcher. Des images sublimes. Mais avant de sillonner les rives de la Méditerranée, je vous propose de faire un point sur l'actualité de la semaine dans le bassin méditerranéen. Commençons avec cette nouvelle illustration du drame que vivent régulièrement les migrants clandestins. Quelques 500 réfugiés, parmi lesquels plusieurs enfants ont été secourus au sud de la Sicile. Vous le voyez, c'était mardi. Ils étaient dans des embarcations de fortune pour tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée vers Malte ou Lampedusa. L'Italie rappelle régulièrement que la Méditerranée n'est pas une frontière italienne mais européenne. Alors que les électeurs élisent ce week-end leurs députés européens, l'Italie déplore le manque d'aide de l'Europe. Scénario similaire dans l'enclave espagnole de Melilla, située au nord du Maroc. Ici aussi, la pression migratoire ne cesse de s'intensifier. Les autorités appellent là encore l'Union européenne à la rescousse. Sylvain Lequen, Madi Diawara, reportage. C'est un morceau d'Europe perdu au nord de l'Afrique. L'enclave espagnole de Melilla. Une petite ville portuaire de 12 km², d'apparence plutôt tranquille. Ses commerces, son église et tout autour, une triple frontière grillagée de 7 mètres de haut, ceinturée de barbelés. De l'autre côté, le Maroc. Mais l'impressionnant mur de fer ne dissuade pas les clandestins. Ces images ont été tournées par des caméras de surveillance le 1er mai. Des centaines de migrants d'Afrique noire se ruent au péril de leur vie. Ils se jettent d'une barrière à l'autre, malgré le vide, malgré la peur. Serge et Timothée ont réussi à passer ce jour-là. C'était leur 25e tentative. Ils s'y préparaient depuis 4 ans, après un long voyage depuis le Cameroun. Quand vous savez que vous avez pris des risques 4 ans, vous n'avez rien laissé au pays, vous êtes le seul soutien dans une famille, il faut absolument que vous réussissiez, vous mettez le tout. C'est là où nous, on a toujours tendance à dire vivre ou mourir. Il faut choisir. Depuis leur arrivée, Serge et Timothée, comme les autres, sont hébergés dans ce centre d'accueil gouvernemental, totalement saturé. 2000 clandestins vivent ici pour 470 places. Des tentes ont même dû être installées à l'extérieur. Boza, Victoire scandent les derniers arrivés. La loi espagnole les protège de l'expulsion. Ces Gabonais veulent nous montrer leurs blessures. Ma cicatrice, elle est là. Là, c'est le barbelé qui m'a déchiré. Et là, c'est la police marocaine. Cicatrice que vous voyez là. Depuis janvier, le nombre de migrants a triplé ici. Dans l'enclave espagnole, les autorités sont débordées et en appellent à l'Union européenne. Nous nous sentons totalement oubliés et abandonnés. La collaboration, l'intervention de l'Union européenne à cette frontière est quasiment inexistante. On a l'impression que pour certains responsables politiques européens, cette question n'est pas leur problème. L'Union européenne a pourtant financé les 11 km de la triple barrière. Équipée de 109 caméras, de capteurs, d'alarmes, elle est surveillée 24 heures sur 24 par les gardes civils espagnols. Rehaussé à 7 mètres, le rideau de fer est même équipé aujourd'hui de ce nouveau grillage aux mailles plus serrées. Mais rien ne semble arrêter les clandestins. Et certains gardes civils ne cachent plus leur malaise. D'une certaine façon, on a de l'empathie pour ces migrants, parce qu'ils cherchent à avoir une vie meilleure. Toi, tu es le dernier obstacle, et ça provoque un conflit intérieur. La solution de l'immigration se trouve dans les pays d'origine. C'est dans ces pays qu'il faut aider à développer des projets d'emploi. Chaque mercredi, à la tombée de la nuit sur le port de Melilla, au terminal des ferries, quelques dizaines de clandestins se préparent à embarquer pour Malaga, leurs billets en poche. Ils viennent d'obtenir un laissez-passer vers le continent européen.
Et sur la frontière à Melilla, la pression migratoire pourrait encore s'accentuer. Selon des ONG, plus d'1 millier de clandestins se trouveraient actuellement au Maroc, prêts à franchir cette barrière pour rejoindre l'Europe. À retenir également dans l'actualité du bassin méditerranéen, la condamnation de l'ancien président égyptien. Hosni Moubarak a écopé mercredi de 3 ans de prison pour corruption. L'ex-raïs est accusé d'avoir détourné avec ses fils plus de 13 millions d'euros du budget des palais présidentiels. L'Égypte, où l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi, qui a destitué il y a moins d'1 an le président islamiste Mohamed Morsi, devrait remporter la présidentielle prévue lundi et mardi. Son unique rival, Hamdine Sabahi, ne semble avoir aucune chance. L'occasion pour nous de s'interroger sur l'avenir de l'Égypte. Avec plus de 83 millions d'habitants, différents courants de pensée, plusieurs religions, sa reconstruction ne semble pas facile. Chaque communauté oscille entre la crainte et l'espoir. Le défi de la réconciliation égyptienne, c'est un reportage de nos confrères de Méditerranéo. Les restes de l'immeuble du parti de Moubarak incendié après la Révolution. 2 ans et demi plus tard, c'est le siège des frères musulmans qui sera brûlé après la chute du président Morsi. En Égypte, après les larmes, viennent souvent les cendres. À Cordossa, près du Caire, ces chrétiens coptes célèbrent la messe dans ce qui reste de leur église, incendiée elle aussi par des sympathisants des frères musulmans. Bien sûr, c'est un mélange de tristesse et de joie. De tristesse parce que notre église a été détruite, mais en même temps, nous éprouvons de la joie car nous sommes bénis. Parce que selon les évangiles, tout être persécuté est béni par Dieu. Sur les murs extérieurs, les islamistes ont tagué « Allah Akbar ». Ils ont détruit les croix, pillé les bâtiments avant d'y mettre le feu. Selon des témoins, pas moins de 2000 personnes ont déferlé ici quelques heures après la répression sanglante du sit-in pro-Morsi dans la banlieue du Caire. C'était un spectacle terrible. Personne ne pouvait rester face au nombre impressionnant de personnes qui étaient à l'intérieur. Ils étaient là pour se venger. Se venger de ce qui vient alors de se dérouler, place Rabia, août 2013, quelques semaines après la destitution du président Morsi par l'armée, les forces de sécurité évacuent le campement des pro-islamistes. Des tirs à balles réelles et un bilan effrayant, 525 morts sur la place, 1 millier en une semaine dans le pays. Ce jour-là, devant son téléviseur, l'un des porte-paroles du parti de Mohamed Morsi apprend la dissolution du mouvement des frères musulmans par un gouvernement transitoire qu'il ne reconnaît pas. Il n'y a pas un régime, non. Il y a une bande à la tête, Fattah el-Sisi, qui voulait restaurer la république des officiaux. Donc, il s'agit, je peux mettre un décor, une marionnette et l'appeler président, transitoire, machin. Mais ça, c'est comme ça change pas la réalité. Ça change pas la réalité qu'il y a un coup d'État, il y a un officier qui essaie de tourner le pays pour son propre intérêt et l'intérêt des quelques généraux. Novembre 2013, les libéraux qui avaient acclamé la prise de pouvoir de l'armée sont à leur tour victimes de la répression. Le nouveau régime vient d'interdire les manifestations non autorisées. Le lendemain, devant le palais de justice, ces libéraux réclament la libération des interpellés de la manif. Dans la nuit, les policiers en ont relâché certains en plein désert, à plusieurs dizaines de kilomètres du Caire. C'est pas ça l'Égypte que je veux, celle dont la police enlève des jeunes filles et les jette ensuite dans le désert. Moi-même j'ai été battue, j'ai pris des coups sur le dos. Je voudrais voir une Égypte qui respecte les Égyptiens, c'est pourtant pas difficile, qu'on nous respecte. Je voudrais voir un peuple conscient et cultivé, un peuple qui comprenne ce que signifie la liberté, qui préserve les acquis de la Révolution. Et je voudrais un ministère de l'Intérieur conscient de sa mission, qui est celle de protéger le peuple et non pas l'islam. Alors, quel avenir pour l'Égypte avec une situation économique catastrophique ?
Comment ce pays de 85 millions d'habitants, divisé entre de nombreux courants de pensée, plusieurs religions, va-t-il pouvoir se reconstruire? Les Coptes, souvent persécutés au cours de l'histoire, représentent environ 10% de la population. Porté par la foi, le prêtre envisage l'avenir sereinement. L'avenir de l'Égypte sera meilleur dans la période qui s'annonce. Et tout ce mal disparaîtra. Du côté des partisans des frères musulmans, l'automne dernier, la rage n'était toujours pas retombée. Des manifestations quasi quotidiennes malgré les risques pour réclamer le retour à la légitimité des urnes. Comme hier, avant-hier, la semaine dernière et le mois dernier, je manifeste pour dénoncer le coup d'État et réclamer le retour du président élu, du Parlement élu et de la Constitution qui avait été adoptée par le peuple. La réconciliation est-elle possible? Les cendres et les larmes seront-elles mises de côté? Le pays va-t-il enfin connaître une révolution douce à l'issue des échéances électorales qui s'annoncent? L'Égypte est aujourd'hui à la croisée des chemins. Accompagné d'un rabbin et d'un professeur musulman, le pape François est en Terre Sainte ce week-end. Un voyage strictement religieux, a insisté le souverain pontife qui se rend à Amman en Jordanie, à Jérusalem et à Bethléem où la basilique de la Nativité est en cours de restauration. Cette église est bâtie sur le lieu présumé de la naissance du Christ. Sur place, Huguette, Salah Agrabi. Les cloches sonnent à la volée, leur répondent l'appel du muezzin. Ici à Bethléem, chrétiens et musulmans cohabitent pacifiquement sous l'ombre protectrice de la basilique de la Nativité. Comme chaque jour, des centaines de touristes se pressent dans l'église du IVe siècle, impatients d'approcher au plus près de la minuscule grotte de la Nativité, là où, selon la Bible, Marie accoucha de Jésus. Un patrimoine unique mais vulnérable, la toiture menace de s'effondrer. Marcello Piacenti est un orfèvre de la restauration des monuments historiques. À la tête d'une équipe d'Italiens et de Palestiniens, il a 1 an pour sécuriser la toiture. La toiture en plomb a fini par se fissurer sous l'effet de la chaleur. L'eau s'est infiltrée à l'intérieur, endommageant le bois, les mosaïques, les peintures, tout. La charpente, laissée à l'abandon depuis 200 ans, a particulièrement souffert. Marcello a dû importer de vieilles poutres d'Italie pour remplacer celles qui se désagrègent. La partie interne des poutres est complètement dégradée. On peut réduire le bois en poussière, comme ça, avec la main. Après des décennies de négligence, la basilique va retrouver son lustre d'antan. Les Palestiniens aimeraient y voir un symbole de bon augure pour leur combat en faveur d'un État indépendant. C'est pourquoi ils attendent beaucoup de la venue d'un pape qui n'a pas pour habitude de museler sa parole. Pour nous, cette visite est très importante. Le pape est la seule autorité au monde à avoir une légitimité morale et humanitaire. Comment se peut-il que nous soyons la seule nation dont l'existence est niée au XXIe siècle, à qui on refuse la création d'un État? Pour le père Jamal Kader, cette injustice a été entendue. Contrairement à ses prédécesseurs, c'est en Palestine et non en Israël que le pape François va faire ses premiers pas. Il viendra directement de la Jordanie en Palestine, sans passer par Israël, ce qui est symboliquement la reconnaissance de l'État de Palestine. Dimanche, le pape va célébrer la messe sur cette place devant la basilique de la Nativité. Ce sera l'unique office public d'un séjour politiquement délicat. Une visite placée sous haute surveillance. 3000 membres des forces de sécurité palestiniennes seront mobilisés pour la visite du pape demain à Bethléem. L'actualité, c'est aussi ce regain de tension en Turquie, mais également, vous allez le voir, en Libye. Information détaillée par Stéphanie Larian.
La Libye s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Cette semaine a été marquée par de violents combats dans la capitale et dans l'est du pays. Dimanche, le Parlement a été de nouveau attaqué par des milices armées et mercredi, des combats ont eu lieu près de 3 camps militaires de Tripoli. Des violences liées au coup de force de l'ex-général Khalifa Haftar qui a lancé une opération militaire autour de Benghazi contre les groupes terroristes. Plusieurs hauts gradés ont annoncé leur ralliement à cette opération baptisée Dignité et demandent la dissolution du Parlement. Alors pour tenter d'apaiser les tensions, la commission électorale a fixé au 25 juin l'élection d'un nouveau Parlement. Des tensions également en Turquie où le gouvernement Erdogan doit faire face à de vives critiques 10 jours après l'accident minier qui a fait 301 morts à Soma dans l'ouest du pays. Ce jeudi, de violents affrontements ont éclaté à Istanbul entre la police et des manifestants qui accusent les autorités de négligence dans le contrôle de ces installations. En début de semaine, le PDG de la mine a été inculpé d'homicides involontaires et écroué, ce qui porte à 8 le nombre de responsables de la compagnie placés en détention. Et maintenant, la police recherche le père du PDG, propriétaire de la mine, accusé d'avoir privilégié le rendement à la sécurité. Les premiers éléments ont permis notamment d'établir que les mineurs ne disposaient pas de chambres de confinement où ils auraient pu se réfugier. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les temps forts de l'actualité du bassin méditerranéen cette semaine. Prenons le temps à présent d'approfondir pour mieux comprendre certaines problématiques à l'image du naufrage tant redouté par certains de la SNCM. La direction de la société maritime qui assure les liaisons entre la Corse et le continent a été récemment évincée. L'actionnaire semble ne plus vouloir investir, les repreneurs se détournent. Pendant ce temps, son concurrent Corsica Ferry, lui, se porte bien. Une question alors, comment en est-on arrivé là ? C'est le grand angle de ce magazine. Leurs navires partagent les mêmes ports, desservent la même île, la Corse. Et pourtant, quand la française SNCM est au bord du gouffre, en déficit chronique, sa concurrente italienne Corsica Ferries fait des bénéfices. Car les clients ont délaissé la compagnie nationale. Cette famille, par exemple. Là, pour 3, la SNCM, c'était au minimum 300 € je crois, la traversée. Plus de 300 €. Plus de 400. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des options obligatoires, c'était plus de 300 € l'aller-retour. Que là, on est à 200 €. Et ils sont loin d'être les seuls. Pourtant, en 2000, entre la France continentale et la Corse, 82% des clients choisissaient la SNCM, contre seulement 12% Corsica Ferries. Dès 2004, renversement, 48% pour la compagnie italienne. Et en 2013, seuls 33% des passagers utilisaient encore la SNCM, contre 58% sa concurrente. Résultat, en moins de 15 ans, 150 millions d'euros de pertes cumulées pour la compagnie française. Mais comment l'armateur italien fait-il pour être moins cher, alors qu'il est beaucoup moins subventionné par l'État que la SNCM ? Nous avons effectué la traversée avec les deux compagnies. À bord, une première différence saute aux yeux. Chez Corsica Ferries, les passagers ont le droit de dormir n'importe où, pour économiser le prix d'une cabine ou d'un fauteuil. Et tout le monde est le bienvenu dans les salons. On a choisi parce qu'il nous prenait le chien. Tout bêtement. Mais la vraie différence est à chercher au niveau du personnel. Les marins italiens ont en fait plusieurs métiers à bord. Francesco hier faisait le service au bar, ce matin donc il doit s'occuper du nettoyage, aspirateur, nettoyage des tables, remettre le bar pour ce soir. Plus polyvalents que les salariés de la SNCM, les marins de Corsica Ferries travaillent aussi beaucoup plus. Pour 8 mois passés en mer, ils ont droit à 4 mois de repos. À la SNCM, c'est 6 mois en mer, 6 mois de repos. Résultat, l'armateur italien n'emploie que 1000 personnes pour 12 navires, alors que la compagnie française compte 2000 salariés pour seulement 8 navires. Et pour transporter encore plus de passagers, le groupe au bateau jaune enchaîne le maximum de rotation entre Corse et continent. La SNCM ne touche une subvention de l'État que pour un nombre de traversées défini à l'avance. Celles effectuées en plus, avec des bateaux pas assez remplis, ne seraient pas rentables. De son côté, Corsica Ferries bénéficie d'un énorme avantage. Elle arbore le pavillon international italien. Conséquence, aucune charge sociale et presque aucun impôt sur les bénéfices. La SNCM, elle, est sous pavillon français, régime fiscal classique et 100% de marins français à bord, alors que la concurrente italienne emploie de la main-d'œuvre issue de toute l'Union européenne, souvent moins chère. Et puis, il y a l'image de la SNCM. Une entreprise confrontée à de nombreux conflits sociaux. Des grèves à répétition, comme en mars ou en janvier dernier. Comme en 2011. Qui est pour la reconduction de la grève ? Grève aussi en 2009,
2004, 2000, sans parler de 2005, où le conflit s'était terminé en détournement de navires par les grévistes. Le GIGN avait dû intervenir. Tout cela a marqué les esprits et fait fuir certains passagers. Alors quel avenir pour la SNCM? L'actionnaire majoritaire, privé, veut s'en aller. L'État, actionnaire minoritaire, ne peut pas tout financer seul. Et la compagnie risque de devoir rembourser 440 millions d'euros d'aides publiques, jugées illégales par l'Union européenne. Aujourd'hui, la situation est bloquée. Les marins de la SNCM ont accepté récemment de travailler plus ainsi que des suppressions d'emplois. Mais en échange, pour rattraper leur retard sur Corsica Ferries, ils réclament l'achat de nouveaux navires plus modernes, plus rapides, plus économes. Et ça, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise ne veut pas en entendre parler. C'est une merveille de la nature aussi fascinante qu'effrayante qui se jette dans la Méditerranée. L'Etna, le volcan le plus haut d'Europe et l'un des plus actifs de la planète, domine le paysage sicilien du haut de ses 3350 mètres. L'an dernier, après un nouvel accès de colère, les restrictions sur son exploration ont encore été étendues. Aucun survol ni aucune expédition à pied n'est pour l'heure possible. Renaud Bernard et Pierre-Olivier Casablanca ont obtenu une dérogation sublime. Regardez. Il faut le survoler pour découvrir l'un des secrets les mieux gardés de l'Etna. C'est un volcan qui a 3 bouches actives. Le cratère central, à sa gauche le puits nord-est et à droite le sud-est. Le pilote qui nous conduit confirme, à 3500 mètres d'altitude, les compteurs indiquent moins 8 degrés. Au sommet de l'Etna, la neige est quasiment éternelle. Avec le froid, les fumées de la lave se condensent en vapeur d'eau. Dessous, ce sont les forges de Vulcain, du magma en provenance du centre de la Terre. En un siècle, l'Etna est entré 100 fois en éruption. Et sur ses pentes, les stigmates de ses accès de rage, comme il y a 12 ans, quand il a craché des flammes à des kilomètres à la ronde pendant 3 mois, il y avait eu 30 blessés. Là, vous voyez, ce sont les dégâts de la grande éruption de 2002. L'Etna est un volcan dangereux dont le sommet est désormais interdit aux touristes. Alors ce sont les gardiens officiels de l'Etna qui vont nous y conduire à pied. 3 gardes forestiers qui connaissent tous les sentiers sur les pentes gelées. De la neige, de la pierre volcanique, de la glace, et en plus, la météo est changeante à cette altitude. Le temps s'ouvre, se ferme. Il pourrait neiger. Et si ça continue, on va se retrouver coincé. Le mauvais temps, soudain, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les touristes ne peuvent plus aller au bord des cratères. Et pour nous, ça sera pareil aujourd'hui, malheureusement. Impossible d'admirer comme il y a 3 ans ces effusions magmatiques. C'est l'autre raison de l'interdiction d'accès aux touristes. Avec les explosions de lave, il y a les bombes. Les projections de pierre qui s'écrasent sur le sol lunaire. Des centaines de kilos de roches basaltiques qui peuvent tuer. Ça, c'est un bloc. Un bloc de basalte qui arrive directement du cratère, du sommet, là-haut. L'Etna est une montagne qui ne plaisante pas. Sa dernière éruption remonte à janvier dernier. Ses pentes en fument encore. De très belles images. Allez, rejoignons les côtes françaises à présent pour fouler le célèbre tapis rouge du Festival de Cannes. Il se poursuit jusqu'à dimanche. Et découvrons ensemble l'un des films en compétition officielle consacré à Yves Saint-Laurent. Ce biopic-là n'a rien à voir avec le précédent long-métrage sorti en début d'année qui retraçait la vie du couturier né à Oran en Algérie. Cette fois, Bernard Bonello, autre méditerranéen, s'est attardé sur les 10 années clés qui ont façonné le créateur. Récit signé Stéphanie Larion. Le réalisateur niçois Bertrand Bonello est un habitué de la Croisette. C'est la 3e fois qu'il a un film sélectionné, mais son histoire avec le festival remonte à beaucoup plus loin. C'était à l'adolescence, il m'arrivait souvent de prendre le train le matin et de venir voir 1 ou 2 films dans la journée, de le reprendre en fin d'après-midi pour repartir à Nice. Et voilà, donc j'ai des souvenirs d'enfance aussi du Festival de Cannes, pas uniquement de cinéastes. Bertrand Bonello qui présentait donc Saint-Laurent, son biopic sur le couturier interprété par Gaspard Ulliel. C'est divin.
Mettez un rouge à lèvres soutenu et vous serez merveilleuse. Le réalisateur a choisi de se concentrer sur la période 1965-1976, une dizaine d'années qui constituent sans doute l'apogée du créateur, mais aussi ses heures les plus sombres sur fond de drogue, d'alcool et de débauche. Je voudrais que vous travaillez pour moi. Pour Chanel. C'est égal. Je crois que l'axe qui m'intéressait le plus, c'était de raconter qu'est-ce que ça lui a coûté à lui d'être lui. Et non pas, comme on peut faire souvent dans les biopics, comment il est devenu Yves Saint Laurent, etc. En revanche, tous les jours, se lever avec ce poids, cette pression, cette angoisse, et qu'est-ce que ça lui a coûté pour arriver à faire ses créations en temps et heure. Tous ces moments de débauche où il est hors de l'atelier étaient finalement les vrais moments de vie, les moments de liberté, l'école buissonnière. 10 ans de descente aux enfers racontés sans l'accord de Pierre Berger, l'ancien compagnon d'Yves Saint Laurent, qui n'a pas apprécié, même si depuis le climat s'est apaisé. M. Bonello n'est jamais venu me trouver, que des mois après, mais je souhaite beaucoup de succès à ce film. Un portrait très sombre donc de Saint Laurent qui a divisé les festivaliers. Le public, lui, pourra découvrir le film le 1er octobre prochain. Cannes qui rend également hommage aux monstres sacrés du cinéma. Une cérémonie cette semaine a ainsi été organisée en l'honneur de Sophia Loren, qui a d'ailleurs été présidente du jury il y a près de 50 ans maintenant. Pour l'occasion, le film Mariage à l'italienne a été une nouvelle fois présenté. Dans ce long métrage, Sophia Loren partage l'affiche avec Marcello Mastroianni, dont le visage est l'emblème de cette 67e édition. Une projection toute symbolique. L'immense Sophia Loren. Le public cannois ne s'y trompe pas. Il sait accueillir les grandes dames du 7e art. Sophia Loren elle-même en avait l'air tout étonnée. Sophia Loren, dont la silhouette sensuelle a survolé 60 ans de cinéma et envoûté les plus grands réalisateurs, de De Sica à Cukor en passant par Chaplin. Pour son arrivée à l'aéroport, des fans de toutes les générations étaient là. Oh, c'est une légende du cinéma italien, hein. Une beauté magnifique. À Cannes, elle a connu la gloire, reçu un prix. Dans les années 50, elle devait fuir les photographes. Aujourd'hui encore, des dizaines de journalistes ont demandé à la rencontrer pour quelques minutes. Cannes, pour moi, c'est tellement de choses, de souvenirs, d'émotions. La première fois, j'avais 18 ans. Je me promenais dans les rues de Cannes avec ma mère et tout le monde m'applaudissait. J'étais accueillie avec beaucoup de chaleur, alors que j'étais à peine connue. La petite paysanne pauvre de Naples, montée à Rome à 16 ans, est devenue une immense star, symbole de l'âge d'or du cinéma italien, auquel le festival a rendu hier un bel hommage en projetant un de ses plus grands succès, Mariage à l'italienne. C'est un film qui est vraiment dans mon cœur parce que je l'ai fait avec mon grand amour du cinéma et de l'écran, Marcello Mastroianni. La signorina viene in macchina con me. Vi ci porto io a Napoli. Un momento, signori, aiuto io, un momento. Aspettate, signori, aiuto io. Che guarda, è tutta roba fresca. Je prends ça comme un bel hommage du cinéma français au cinéma italien. Et c'est merveilleux qu'il m'ait choisi moi. Sophia Loren, hélas, tourne trop peu. Son dernier film, c'est ce court-métrage réalisé par son fils, La Voix humaine, projeté lui aussi à Cannes. Elle s'y montre une fois de plus, et pour l'éternité, éblouissante. Oui, éblouissante, tout comme l'île Sainte-Marguerite, la plus grande des 4 îles de l'Érins. C'est juste en face de Cannes. Alors on se quitte loin de l'effervescence du festival dans ce petit écrin de verdure. 170 hectares de forêt méditerranéenne agrémentée jusqu'au 31 août d'œuvres d'art éphémères. Une belle invitation à la contemplation. Prochain embarquement pour un beau voyage sur les rives méditerranéennes la semaine prochaine.